santé. Une émission de Lionel Chalex avec le docteur Jacques-Michel Lacroix. 60 minutes pour tout savoir sur la santé. CLC Média, votre web radio. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Bonjour au docteur Jacques Lacroix. Bonjour Lionel et bonjour tout le monde et bonne année. Et bonne année, puisque nous sommes dans le premier mardi de l'année. Vous savez que cette émission, vous pouvez la retrouver toutes les semaines, le mardi, entre 17 et 18 heures, une fois en direct, une fois en... Différé, merci. Ah, ça commence mal. Bon, et donc voilà, alors n'oubliez pas, le rendez-vous, c'est tous les mardis, entre 17h et 18h. On vous avertit aussi sur les réseaux sociaux pour l'émission du mardi entre 17 et 18, suivi de, j'en profite, de 58 minutes entre 18 et 19. Alors aujourd'hui, nous allons parler de rhinite allergique. La rhinite, c'est un problème que les enfants ont souvent. Oui, et puis pas que les enfants, d'ailleurs, les adultes aussi. Bon, c'est peut-être pas la meilleure saison pour en parler, parce que les rhinites allergiques se produisent surtout au moment des pollens, puisque dans les allergies, il y a plusieurs sortes d'allergies. On avait vu il y a quelque temps les allergies qui pouvaient être liées à la viande. Oui. Donc ça fait partie des allergies alimentaires. Et il y a aussi des allergies respiratoires. C'est-à-dire que toutes les substances qui rentrent dans notre corps, il n'y a que deux portes d'entrée, la bouche et le nez, en gros. Toute porte d'entrée peut laisser rentrer... Oui, c'est plutôt les portes de sortie. Oui, ça dépend, oui. Oui, ça dépend pour qui, mais bon, c'est plutôt des portes de sortie. Je parle des portes d'entrée naturelles et fréquentes, et habituelles, je veux dire. Donc, lorsque c'est les portes d'entrée aériennes, ça peut donner des rhinites. Alors la rhinite, c'est quoi? C'est un gros rhume, en fait. Ça peut donner aussi de l'asthme. C'est la même chose que ce qui se passe au niveau du nez, c'est-à-dire l'asthme, c'est-à-dire que la muqueuse gonfle, comme dans un rhume, elle sécrète et elle gêne la respiration. Mais dans l'asthme, c'est la même chose, mais au niveau des petites bronches, ce qui fait qu'on s'étouffe. On s'étouffe puisque le diamètre des bronches est très diminué par l'œdème de la muqueuse et les gens s'étouffent. Alors il y a des médicaments pour l'asthme, heureusement, qui leur permet de faire passer la crise assez rapidement. Et des grosses crises d'asthme, on en voit encore, mais enfin on en voit beaucoup moins qu'on en voyait il y a 30 ou 40 ans. Et là, on va parler surtout des rhinites allergiques, parce que c'est la plus courante des allergies respiratoires. Et surtout, c'est en constante augmentation. Sa fréquence a été multipliée par 4 au cours des 3 dernières décennies. Et c'est dû à quoi? En 30 ans. Alors, la pollution? On peut l'envisager. On peut l'envisager. Parce que... depuis 30 ans, ça a été multiplié par 4. Alors, peut-être qu'on les repère plus facilement. Il y a des changements de population au niveau de notre état. Donc, il y a des gens qui viennent habiter ici qui sont peut-être plus allergiques que d'autres. Mais ça touche quand même, on estime que ça touche 25% des Français. Et... c'est bénin parce que ça reste situé au niveau du nez, mais ça impacte la qualité de vie quand même des gens qui en sont... surtout s'ils ont du mal à respirer. Alors, la rhinite allergique au niveau enfin, la rhinite, quoi, n'est pas... ça n'empêche pas de respirer, on peut respirer par la bouche. Mais c'est quand même très gênant. Ça ne peut pas tomber sur les bronches. Et quand on est allergique, on est allergique de partout. Alors, tant que ça se limite au nez, on dit que c'est une rhinite. Quand ça descend plus bas, on dit que c'est de l'asthme. Alors, il y a 2 types, en fait, de rhinites allergiques. Il y a les rhinites saisonnières, que c'est ce qu'on appelle
communément le rhume des foins, quoi. C'est-à-dire lorsque la nature libère des pollens dans l'atmosphère, les gens qui sont sensibles à ces pollens se mettent à éternuer, puis le nez coule, puis la muqueuse de gorge. Bon, voilà. C'est la plus connue, c'est la plus facile à identifier. Ouais. Et puis il y a aussi les rhinites allergiques chroniques, qui sont beaucoup plus sournoises, qui ont une symptomatologie qui est différente et qui peut être confondue avec une autre maladie, parce que ça fait peu souvent l'objet de consultations, parce que les patients s'y sont habitués. Et donc, ils n'ont pas le nez aussi pris que dans la rhinite aiguë. Donc, ils s'y sont habitués, puis ils vivent avec. Mais ça peut avoir quand même un impact sur la qualité de vie, avec une atteinte de l'odorat, ce qui peut être quand même très gênant. Et dans les formes sévères, c'est un véritable handicap, quoi. Ça peut entraîner des conséquences à moyen ou long terme, telles que des troubles du sommeil, parce qu'on respire mal, source d'irritabilité. Chez les gamins, ça peut engendrer de l'absentéisme scolaire. Et puis, si ça se continue à se développer, parce qu'on n'est pas allergique qui veut, hein, y a des sujets qui sont allergiques, d'autres qui le sont quasiment pas. Eh bien, s'ils sont allergiques, s'ils ont une rhinite, peut-être qu'un jour, ils feront un asthme. C'est pas dit. Puis, ils peuvent faire aussi l'allergie de l'urticaire. Tout ça, c'est le même mécanisme, mais qui se manifeste à différents endroits. Alors, dans la rhinite allergique aiguë, c'est facile à voir, parce qu'il y a les 4 symptômes classiques, le prurite, c'est-à-dire la démangeaison, si c'est cutané, même le nez qui va se mettre à démanger, la rhinorrhée, c'est-à-dire l'écoulement nasal, un écoulement de mucus très clair, hein, c'est pas du... Et puis des éternuements qui arrivent en salve, et ensuite une obstruction nasale, parce que la muqueuse est gonflée, donc elle gêne le passage de l'air, et on reconnaît bien la rhinite allergique aiguë, parce qu'il y a une variabilité saisonnière aussi, et puis donc les gens qui en sont atteints, le diagnostic ne fait pas de doute. La rhinite allergique chronique, elle, ça sera, comme on a dit tout à l'heure, plus difficile à déceler, parce que elle va se manifester surtout par les symptômes d'obstruction, c'est-à-dire on n'arrive pas à bien respirer par le nez. Mais il n'y a pas le nez ne coule pas, il n'y a pas les éternuements. Les éternuements, il y en a, mais ils sont moins courants. Donc il est plus difficile de faire le lien avec tous ces symptômes. Donc, quand les gens consultent pour ça, la première chose à faire, c'est un interrogatoire, pour savoir, par exemple, si on vous dit, bon, si ça arrive toujours au mois de mai, on sait que c'est dû au pollen. Mais si on peut vous dire que ça arrive chaque fois que je rentre dans telle salle chez moi. Alors, à voir si dans cette pièce, il n'y a pas une peinture il n'y a pas un pot de fleurs il n'y a pas... C'est toute une enquête quasiment... Pour les enfants, pareil. Ah ben oui, chez les enfants, pareil. Plus difficile. Oui, plus difficile. Parce que ça peut prendre à n'importe quel âge. Oui. Même bébé, non? Ah oui, ça peut débuter bébé, oui, c'est sûr. Et après, ça peut donner, quand il y a des rhinites chroniques, l'air passe mal dans le nez, donc la trompe de Eustache qui relie le nez aux oreilles est bouchée. Si elle est bouchée, l'oreille moyenne, c'est-à-dire celle qui est située à l'intérieur du tympan, ça aère pas bien. Et si l'oreille moyenne ne s'aère pas bien, ça crée des otites. C'est compliqué quand même, hein, le corps humain. Hein. C'est pour ça que les études sont... Pourquoi ils n'ont pas fait qu'on respire par les oreilles? Alors, ça pourrait peut-être se faire... Supprimer le nez Oui, avec une perforation du tympan, on peut arriver à respirer par les oreilles. Non, j'ai pas dit une bêtise alors. Non, mais il faut avoir le tympan perforé. Oui, ça c'est autre chose. C'est autre chose. D'abord, on n'entend plus, et puis on peut plus se baigner. Allez, je m'en vais à la cave, je dis plus rien. Voilà, alors quand on a trouvé l'allergène, c'est-à-dire la cause, quelquefois, il n'y a pas un allergène, il y a des allergènes, c'est encore plus embêtant. Après, il y a des traitements. Alors, la base du traitement, ce sont les antihistaminiques. Alors, pourquoi l'histamine, c'est un composé chimique
qui est libéré par les cellules des muqueuses lorsque justement elles sont agressées, et agressées par un allergène. Donc on donne un antihistaminique, c'est-à-dire que ça empêche les cellules de libérer cette histamine, et on les prescrit ça très largement. Ils ont un des petits défauts, c'est pas des médicaments dangereux, mais ils ont un petit défaut, c'est qu'ils sont souvent un peu, ça donne chez certaines personnes de la somnolence. Donc c'est un peu gênant dans la journée. Mais c'est pas chez tout le monde, il y a des gens qui supportent très bien. Et puis l'autre grande classe de médicaments qu'on utilise pour ça, ce sont les corticoïdes. Dans le cas de la rhinite, ce sont des corticoïdes en général par voie locale, par voie de pulvérisation. Et alors après, sur la cause, si on a trouvé un allergène particulier, on peut faire une désensibilisation. Alors la désensibilisation, l'ennui, c'est que c'est long, ça dure plusieurs mois, parce qu'on commence par des doses très 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 faibles, quasiment homéopathiques, et pour aller de semaine en semaine vers des doses de plus en plus fortes, pour que le corps s'habitue à recevoir cet allergène sans déclencher une réaction. Oui, mais enfin bon, si c'est valable après pour X années, oui, voilà, ça vaut peut-être le coup quand même. Oui, oui. Quand ça marche pas à tous les coups, mais quand ça marche, ça marche pas, oui. Non. Oui, ça c'est plus embêtant. Ouais, mais quand ça marche, c'est bien. D'accord. Alors après, sinon il y a les traitements dont on vient d'évoquer tout à l'heure, la cortisone, surtout par voie locale pour éviter les effets secondaires, parce que il n'y a pas d'effet indésirable avec la cortisone quand elle est prise par voie locale. Après, par voie générale, il faut faire attention quand on en prend par voie générale. C'est pas dangereux, mais enfin, il faut faire attention. Il y a des voie locale, voie générale. Oui. Voie locale, c'est-à-dire pulvérisation dans le nez, par exemple. Dans le cas de la rhinite, pulvérisation dans le nez d'un corticoïde, ou dans le cas d'asthme. Donc, voie générale, c'est caché. Caché ou injection. Voilà. Donc, c'est les principaux médicaments qu'on utilise, des antihistaminiques ou à base de cortisone. Et puis, il y a les remèdes homéopathiques qui, souvent, donnent de bons résultats dans ces allergies. Parce que l'homéopathie, elle ne s'attaque pas à l'allergène, ou à la réaction de l'allergène, mais s'attaque à la modalité par laquelle s'exprime le corps face à cet allergène. Alors c'est un peu plus compliqué. Là aussi, ça marche ou ça marche pas. Mais quand ça marche, c'est pas mal. Bien. Allez, première pause musicale de l'année, et on se retrouve avec un autre sujet et le docteur Lacroix. Les années passées, celle-ci, c'est toujours, bien sûr, et évidemment, la radio des copains. Nous nous retrouvons dans cette première émission de l'année, Libre Santé, avec le docteur Lacroix. Il fait pas chaud, il fait froid. Et donc, quels sont ces effets du froid sur le cœur ? Alors, les effets du froid sont très importants sur le cœur et le système cardiovasculaire. Alors, chez les gens sportifs, jeunes et bien portants, ils ressentent sans doute pas ces effets-là, mais chez les gens un petit peu plus fragiles, ces effets peuvent être d'une part désagréables et d'autre part graves. Et à tel point que la Fédération française de cardiologie a informé la communauté médicale, oui, sur ces risques du froid, et sachant que chaque degré de baisse de température augmente de 2% le risque d'infarctus. Alors c'est pas énorme, mais enfin bon, chaque degré, c'est-à-dire que si ça baisse de 10 degrés, ça augmente nettement le risque d'infarctus. Alors les personnes âgées ou celles qui sont atteintes de maladies cardiovasculaires sont les plus vulnérables, bien évidemment. Et pour éviter tous ces risques, d'abord il faut le savoir. Deuxièmement, il faut éviter de s'exposer au froid et de faire des efforts par temps froid. Et puis, il est essentiel de se vêtir chaudement et de limiter les efforts violents par temps froid. Parce que en cette période hivernale où les températures déclinent, il faut savoir prendre soin de son cœur. Surtout si on a passé 40 ans, 50 ans, et à plus forte raison, si on est un peu plus âgé. Le froid peut avoir un impact significatif sur notre système cardiovasculaire.
Donc, quels sont ces effets? Alors, on a dit que la réduction de température de 1 degré augmente le risque d'infarctus du myocarde de 2%, ce qui est quand même énorme, hein, parce que 1 degré, c'est pas beaucoup. Après, on a observé ça, évidemment, en fonction des hospitalisations pour infarctus, et puis quand on a corrélé tout ça avec des études de température qu'il y avait eu, et ce sont les 2 premières semaines de froid qui sont les plus critiques. Après, l'organisme s'habitue. Lorsque l'hiver s'installe, notre organisme doit fournir davantage d'énergie pour lutter contre les effets du froid et maintenir une température corporelle stable, mais il finit par s'habituer au froid. On est moins sensible qu'au tout début. C'est comme avec la chaleur, on s'y habitue, et l'organisme... Et alors justement, le cœur, froid, chaleur, qu'est-ce qui supporte mieux? Et il supporte sûrement mieux la chaleur. Ouais. D'accord, que le froid. Que le froid. Parce que le froid... Est-ce que ce ne serait pas par rapport à une circulation sanguine? Voilà, c'est par rapport à la circulation sanguine. Quand il fait chaud, il y a une circulation sanguine périphérique qui est importante pour essayer de refroidir justement le sang. Mmh. Et quand il fait froid, cette circulation périphérique, c'est-à-dire dans les mains, dans la peau, enfin partout, est diminuée pour que la chaleur ne parte pas à l'extérieur. Et comme cette circulation est diminuée, ça freine la circulation et le cœur force davantage. Et le cœur doit battre plus rapidement lorsqu'il fait froid pour pouvoir assurer une bonne circulation. Et donc, sa consommation d'oxygène va augmenter, les vaisseaux se contractent, et en plus de cette contraction des vaisseaux augmente le travail cardiaque, puisque la pompe doit lutter contre des résistances, mais aussi, comme il se contracte, le sang circule moins vite, et dans les tout petits vaisseaux, ça favorise l'apparition de caillots. Ce qui n'est pas... bon. Dites donc, je n'irai pas au Mont Blanc. Hein? Je n'irai pas au Mont Blanc. Non, voilà. Donc, et puis, le froid peut aussi provoquer une déshydratation, ce qui rend le sang moins fluide, et ça oblige, ça aussi, le cœur à travailler plus qu'il ne travaille habituellement. Et c'est pour ça qu'en hiver, le nombre d'accidents cardiovasculaires augmente, ce qui... Alors, ceux qui ont des problèmes, restez au chaud. Oui, exactement. Oui, mettez les moufles. Oui, absolument. Parce que même une activité physique légère partant froid, ça équivaut à un effort considérable pour le cœur. Une activité physique légère. Dans le froid. Dans le froid. C'est comme courir un 100 mètres. Quoi. Alors qu'on va simplement sortir, faire un peu de marche dans le froid, mais si on n'est pas suffisamment couvert, le cœur est obligé de forcer. Et ça peut entraîner, au pire, un infarctus du myocarde. Oui, parce qu'à ce moment-là, les artères coronaires peuvent se contracter. Les artères coronaires, ce sont les petites artères qui irriguent le cœur. Donc, si elles se contractent, ça peut provoquer là aussi la rupture de plaques d'athérome, c'est-à-dire de plaques avec l'âge. On a dans nos vaisseaux des plaques de calcification. Et puis si ces plaques-là se détachent de la paroi, elles vont aller boucher un peu plus loin un petit vaisseau, et ça peut donner un infarctus. Si vous avez 11 degrés dans votre chambre, prévoyez un 12 quand même. Oui, ou une bonne couverture, en fait des bonnes couvertures. On peut respirer de l'air plus frais, mais voilà. Alors, les personnes les plus vulnérables sont celles qui souffrent de pathologies cardiovasculaires, évidemment, ou de troubles du rythme, d'accidents vasculaires cérébraux, ou ceux qui ont plus de 70 ans. Voilà, c'est les gens à plus de 70 ans, il ne faut pas qu'ils sortent. On commence mal l'année, là, attention. Hein. Non, j'exagère bien sûr. C'est surtout fonction de la forme physique. Il y a des gens qui... Bon. Mais le corps, en vieillissant, devient moins résistant aux variations de température. Ça, c'est évident. Hein. Et les variations rapides de température d'un jour à l'autre, qui sont exacerbées par exemple par le vent, ce sont les pires. Ça augmente beaucoup les risques, puisque sinon, on finit par s'habituer au froid. Et puis on se couvre davantage. Alors, comment faire
pour prendre soin de son cœur cet hiver. Surtout, là on est en janvier, après il y a le mois de février qui est le plus mauvais mois pour le cœur, statistiquement. Ah oui, oui, parce que c'est peut-être le plus froid. C'est sûrement le plus froid, oui. Donc il faut s'habiller chaudement, en particulier les extrémités et la tête. Car les hommes chauves, par exemple, alors je sais que c'est la mode, des hommes chauves qui se rasent le crâne, mais c'est surtout les hommes jeunes qui font ça, donc ils ont moins de risques. Ils sont plus vulnérables au phénomène vasoconstricteur. Il faut savoir que le crâne, c'est pour ça que beaucoup de gens portent un chapeau ou un bonnet, le crâne est très très irrigué en vaisseaux sanguins et est une source de déperdition de chaleur très importante. Donc comme on a tendance en vieillissant à avoir moins de cheveux, on a moins d'isolation sur le crâne, donc porter un bonnet ou un chapeau, voilà. Porter des gants aussi. Ça, c'est pour la partie passive qu'on peut faire. Ensuite, il faut éviter les efforts violents par temps froid, sans un échauffement préalable, quand même, parce que... Donc, il ne faut surtout pas faire d'efforts violents dans le froid quand on est fragile ou quand on a un certain âge. Et puis, il faut aussi... Alors ça, c'est surtout pour ceux qui habitent en ville. Qui dit froid dit chaleur, chauffage. Qui dit chauffage dit particules fines et monoxyde d'azote dans l'atmosphère, et ça, ce qui rend la respiration, ce qui est inhalé par la respiration et peut augmenter les risques cardiovasculaires. Bon, alors après, il faut être attentif à tous les symptômes qui peuvent arriver, surtout si on sort au froid, puis qu'on a une oppression dans la poitrine, des palpitations, de l'essoufflement, il faut rentrer au chaud. Et boire un bon rhum. Au besoin. Et si ça persiste, appeler le médecin en cas de doute. Alors, tout ça, c'est favorisé. Bon, ça, c'est les Je peux me permettre, moi. De toute façon, à partir de janvier, je sors avec une barrique sous le cou. Voilà, comme un Saint-Bernard. Une petite barrique, voilà. Pareil. Alors tout ça, c'est accentué par le stress, le tabagisme, évidemment, parce que le stress, ça augmente la fréquence cardiaque. Le tabac, ça accélère le rythme cardiaque aussi. Bon, donc, tout ça, ça crée un engrenage qui peut être générateur de pathologies graves. Hein. Donc, par temps froid, restez sous la couette, quoi. J'exagère, mais faites attention. Non, mais oui, voilà. Il faut être prudent par rapport à un certain âge. Peut-être que, bien évidemment, un jeune de 20 ans, de 30 ans... beaucoup moins de... Oui, beaucoup plus... Bon, c'est vrai qu'avec l'âge, on devient frileux. Hein, oui, mais bien sûr, le reconnaître. on devient frileux, oui, bien sûr. Bon, on arrête de rire, là-bas. Allez, un petit peu de musique pour réchauffer nos cœurs. Bon, ça démarre au quart de tour, ça fonctionne, comme dirait l'autre. Vous êtes avec le docteur Lacroix et puis moi-même, bien sûr, pour cette émission de Libre Santé, la première de l'année, sur CLC Média, bien évidemment. Et là, nous allons parler du port du masque pour les enfants. Bon, ce n'est pas d'actualité. Non. Ce n'est plus d'actualité, voilà. Mais il y a eu, à l'époque, pas mal de discussions là-dessus. Et certains disaient que ça ne servait pas à grand-chose. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, effectivement, ça ne sert pas à grand-chose, le port du masque pour les enfants. Voilà, alors il a fallu attendre donc plusieurs mois, voire même plusieurs années. 2 ans. 2 ans, au moins, pour pouvoir avoir des preuves scientifiques, c'est-à-dire des preuves statistiques, comme quoi le port du masque qu'on avait imposé aux enfants, avec tous les inconvénients que ça présentait, parce qu'ils n'avaient plus vous voyez que la moitié du visage, etc. Cette efficacité du port du masque pour lutter contre l'infection du Covid et sa transmission n'a été prouvée par aucune étude. Aucune étude. Et c'est un groupe de scientifiques qui vient de publier ses travaux dans une célèbre revue médicale britannique. Hein, c'est pas dans Pif Gadget. Hein, c'est une revue qui s'appelle Archive of Disease in Childhood. Cette dernière
revue qui est éditée par le British Medical Journal, qui est une des revues de médecine générale les plus lues dans le monde et qui ne peut pas être suspecte de fantaisie. Eh bien, ce groupe de scientifiques a passé en revue près de 600 études pour pouvoir avoir des conclusions valables. Et pas rien. Pour l'instant, ça n'a pas été évoqué dans la presse française. Alors pourquoi, je n'en sais rien. Peut-être. Mais nous avons souvent les scoops, nous, ici, sur CLC Média. Oui, sur CLC Média, oui. Ils vont copier sur nous. Si, ça, je l'ai lu quand même dans une revue française, mais qui faisait état, donc, mais ce n'est pas des revues grand public. Voilà. Peut-être qu'ils ne veulent pas Ils nous ont tellement emmerdés avec ça qu'ils ne veulent pas dire qu'ils avaient tort. Voilà. Voilà. Le port du masque obligatoire pour les enfants restera une des images quand même très symboliques de la crise du Covid. Parce que on a obligé les enfants de 4-5 ans à des comment dire, c'était pas une barbarie, mais enfin c'était antinaturel de porter un masque, soit pour jouer entre eux, soit vis-à-vis. Ah oui, mais alors bon, moi je suis lambda. Pourquoi pas d'efficacité? Alors, parce qu'on peut penser quand même qu'une barrière sur le nez et sur la bouche, ça empêche que les microbes rentrent Alors, les microbes, oui, mais les virus, non. Les virus, ils passent à travers, de toute façon. C'est pour ça que l'utilité du masque, moi je suis pour le masque, mais je suis pour le masque pour les gens qui sont atteints. C'est-à-dire, si je viens ici à la radio, si je suis très enrhumé, si je tousse, il faut que je porte un masque, parce que sinon je vais vous envoyer des postillons qui seront porteurs de virus ou porteurs de bactéries. Mais si je n'ai rien, et si je mets un masque, ça me protégera de rien du tout. Parce que je vais aspirer de l'air, et les virus contenus dans l'air passeront à travers le masque. Donc pour les sujets malades, le masque, oui. Mais pour les autres, non. C'est pas la peine. Et le parapluie? Alors, on peut mettre le parapluie, oui. Donc, vous êtes un peu perturbé. Oui, voilà. Donc, je disais qu'il y avait 600 études qui ont été passées en revue après cette crise sanitaire, où les politiques de mise en place concernant l'imposition du port du masque pour les enfants ont varié d'ailleurs en fonction des pays. Il y avait des pays qui disaient il faut, d'autres qui disaient il faut pas. En fait, on n'en savait strictement rien. Et comme on n'a pas quand même chez nous des politiques, des hommes politiques qui soient des responsables qui assument leurs responsabilités, ils prennent le plus facile. Donc on portait le masque. Pas très téméraire. Non, voilà. Mais jusqu'à présent, il n'y avait pas eu de méta-analyse, c'est-à-dire méta-analyse sont les analyses des analyses, c'est-à-dire les analyses des études qui avaient été. Et c'est donc la tâche à laquelle s'est attelé le groupe de scientifiques dont je parle, qui ont publié donc en langue anglaise. Et ils ont mené des investigations dans des bases de données jusqu'en février 2023. Donc ça fait quand même un laps de temps assez long. Ils se sont aperçus d'abord qu'il y avait des études qui avaient été faites qui prouvaient ça, ou A ou B, etc., mais que ces études étaient tellement mal faites qu'on ne pouvait pas y accorder de crédit, parce qu'il y avait des biais, il y avait ça ne correspondait pas aux normes. Mais au total, ils ont examiné quand même 597 études, et parmi ces 597 études, pour dire qu'il fallait porter le masque, il n'y en avait que 22 qui correspondaient aux normes statistiques qu'on retient pour que les 597, soient validées. Il n'y en avait que 22. Voilà. Non, c'est incroyable. Pardon. Et il y en a même où les études étaient complètement erronées. Bon. Alors, quoi qu'il en soit, Pardon. Voilà, il va falloir que je mette un masque. Moi aussi. Donc, en fin de compte, les chercheurs, ils n'ont pas trouvé une seule preuve que le port du masque par les enfants a été utile pour leur propre protection ou celle de leur entourage.
Et l'équipe de recherche, dans l'équipe de recherche, il y a une microbiologiste, Madame Johanna Sandlund, qui a adressé un avertissement aux responsables politiques en leur disant « Vos recommandations doivent être basées sur des preuves de qualité et prendre en compte la possibilité de dommages, c'est-à-dire des effets secondaires si vous imposez ça. » Mais ce qui n'avait apparemment pas été le cas. Et on sait maintenant qu'il n'y a aucune donnée de qualité qui prouve que les masques empêchent les infections et les transmissions chez les enfants. C'est incroyable, parce que quand on disait ça à l'époque... on passait pour des complotistes, alors c'était pas la peine. Non, mais enfin, souvenez-vous, ce qu'on vous dit là, aujourd'hui, on a été encore une fois de plus trompé, dupé, entraîné dans des trucs absurdes. Voilà, absurde, oui. Ce qui ne veut pas dire que le masque ne soit pas utile. Ah oui, mais on a dans bien certains cas, bien précis, et en tout cas d'une manière générale chez les enfants, ça s'est avéré inutile, avec des effets secondaires dommageables pour eux. Merci. Nous allons terminer cette émission en libre santé, la première de l'année, avec le docteur Jacques Lacroix. Alors, quelques brèves, non pas de comptoir, mais quand même, c'est assez surprenant ce que vous avez choisi, trouvé. Dites-nous. Oui, alors ce sont un prix qui est attribué par des scientifiques, tout ce qui est plus sérieux, mais ils ont décidé, parce que on peut être scientifique, mais être aussi avoir l'esprit à l'humour, ils ont fait un prix pour les études les plus loufoques. Et ils appellent ça les Annals of Improbable Research. Vous excuserez mon accent anglais. Ah oui, mais c'est mieux que le mien. Donc, ce prix récompense les 10 études internationales les plus farfelues. Et la 33e édition... J'espère que ça ne coûte rien aux contribuables. Non, ça ne coûte rien aux contribuables, ça, voilà. Et la 33e édition s'est déroulée en septembre 2023. Il n'y a pas longtemps. Donc... je vous donne le titre de certaines études. C'est l'étude des poils de nez de cadavres, la sexualité des anchois, des toilettes intelligentes qui analysent nos excréments, ou réanimer les pattes d'une araignée morte pour s'en servir comme outil. Enfin, voilà. Donc, ce sont des... Ils étaient à jeun pour faire ça. Extrêmement intéressantes et toutes plus loufoques les unes que les autres. Eh bien, la 33e cérémonie des IG Nobel, puisqu'ils appellent ça comme ça, s'est déroulée... C'était aux États-Unis. Oui, ça s'est déroulé... avec les Américains, pour faire un truc pareil. Aux États-Unis, en ligne. Ça s'est fait en ligne. Mais c'était aux États-Unis. Et c'était... Donc, qu'est-ce qu'ils gagnent, ces gens qui... La récompense la plus... haute, c'est toujours la même, d'année en année. Tous les lauréats ont reçu un trophée en papier. C'est une sorte de diplôme qui est signé par d'anciens prix Nobel, mais des vrais, ceux-là, et un billet de 10 000 milliards de dollars zimbabwéens. C'est une monnaie qui ne vaut plus rien actuellement à cause de l'hyperinflation. Voilà, enfin, donc ils sont contents. Le gag est bon, le gag est bon. Ils ont eu un prix. Et comme quoi, on peut faire des études scientifiques sérieuses et aussi avoir de l'humour. Eh bien, merci au docteur Jacques Lacroix d'être parmi nous pour cette première émission de l'année sur CLC Média, la libre santé entre 17 et 18. Retenez, c'est l'heure, retenez cette heure. Et merci à Jean-Yves, qui était là, bien évidemment, le fidèle à la technique. Gérard Pommier, qui était là à la vidéo. Cette émission, vous pourrez la retrouver, bien évidemment, sur YouTube. Vous savez que pour aller sur YouTube, il suffit de faire CLC Web Radio. Vous tombez sur CLC Média, abonnez-vous, c'est gratuit. Et comme ça, vous serez avertis des nouvelles émissions qui sont sur notre chaîne télé. Voilà, bonne fin de journée à vous toutes et à vous tous. Et à très vite, cher docteur Lacroix. Et encore une fois, bonne année si on l'a pas. Et encore une fois, bonne année.